Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir. Nous avons la joie de vous recevoir aujourd'hui pour notre conférence, débat, table ronde, appelez-la comme vous voulez. Mais nous voulons aujourd'hui partager, échanger, débattre sur le pouvoir des femmes à influencer le débat public. Est-ce un mythe ou une réalité? Pourquoi ce projet est venu? Nous sommes partis d'un constat. Le droit des femmes et l'égalité femmes-hommes sont désormais inscrits dans la Constitution et dans la loi française. Pourtant, cette égalité est loin d'être manifeste dans la société en général et dans la sphère publique en particulier. Il suffit de regarder autour de nous pour constater que les mentalités doivent encore très largement évoluer. Dans les relations intimes, à l'école, au travail, dans les services publics, dans les médias et dans la représentation politique. Il nous faut passer d'une égalité formelle à une égalité réelle. C'est un combat qui est loin d'être gagné. Quelques chiffres le démontrent. Près d'un tiers des femmes travaillent à temps partiel. Oui, ça c'est la réalité. Leur représentation dans les postes de direction, dans le privé, dans le public, est nettement encore inférieure à 50%. La part des femmes parmi les élus a augmenté, mais elle reste faible. À l'Assemblée nationale, 39,17%, au Sénat, 31,79%. Cette part diminue encore parmi les exécutifs, les présidences de commissions, les délégations, etc., etc. Avec le mouvement Refondation, qui porte l'engagement citoyen et souhaite encourager les femmes à porter leur voix dans le débat public, notamment dans cette nouvelle saison électorale, nous avons décidé d'organiser cette table ronde en présence d'imminentes femmes. Maître Alissa Pelatan, Sandrine Gentil, Florence Gabé, mais qui malheureusement a un impondérable ce matin, Raphaël Rémy-Leleu et Marie-Jeanne Serbin, sans oublier Marie-Jo Zimmermann qui nous fait l'honneur d'être en ligne, Fanny Benedetti qui est exactement aussi en ligne. Merci, merci mesdames, nous sommes honorés de vous avoir. Le pouvoir des femmes a influencé le débat public. Est-ce un mythe ou une réalité ? Si nous définissons la notion de pouvoir comme étant le fait d'avoir le droit ou la possibilité de faire, nous convenons que nous disposons de ce fait, de ce droit, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme nous le confirme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Pourtant, force est de constater que dans les faits, il en est complètement autrement. Si la place des femmes a connu et connaît des avancées considérables dans les domaines des entreprises privées, grâce à de nombreuses lois, dont Copé-Zimmermann, et une fois de plus, merci Madame Zimmermann de nous faire l'honneur de votre présence. En 2011, cette loi imposait les quotas de femmes au sein des conseils d'administration et de surveillance des entreprises. Mais la place des femmes demeure encore une problématique, notamment dans la sphère publique, qui reste, permettez-moi l'expression, l'un des bastions où la présence de la gente masculine demeure encore majoritaire. Consciente que cette conquête ne se fera pas en un jour, il nous appartient en tant que femmes, leaders dans nos différents domaines, d'ouvrir le débat. À l'occasion de cette table ronde, de cet échange, de cette discussion, en évoquant les principaux freins et les obstacles et comment les surmonter afin que toutes nous puissions prendre notre place dans les prochaines échéances, pourquoi pas électorales, qui attendent notre pays en 2022. En invitant plusieurs rôles modèles à témoigner de leur parcours dans le prolongement de la Journée internationale des droits de la femme, nous sommes encore dans le mois de mars, nous espérons susciter de nouvelles vocations et surtout démontrer que cela est possible. Oui, cela est possible en tant que femme d'occuper sa place pleinement dans l'espace public et participer au débat
pour améliorer la vie citoyenne. Parce que c'est grâce à la diversité qu'on arrivera à améliorer la vie citoyenne. Ce message s'adresse aussi aux hommes. On est en co-construction, on n'est pas contre, on est avec. On veut les inclure. Nous voulons, au travers de ce débat, militer pour une égalité dans le débat public. Comme dans les comités de direction des entreprises, les COMEX, où on a déjà vu que grâce à ces lois, cette place a considérablement évolué. Mais nous voulons, grâce à ces projets de loi et grâce à toutes ces initiatives, une meilleure représentativité de la gente féminine dans tous les niveaux, je dis bien tous les niveaux de la société, sur les plans économiques, sociétaux, etc. Place au débat. Merci beaucoup. Le pouvoir des femmes a influé le débat public, mythe ou réalité? Et si nous définissions d'abord ce que c'était un débat public? On peut dire qu'un débat public permet la participation de tous et de toutes au processus d'élaboration d'une politique publique ou d'un projet à forts enjeux sociaux, économiques ou environnementaux. C'est un dispositif de la démocratie participative et délibérative en amont des décisions. La pandémie de la Covid-19 nous a montré malheureusement toutes les difficultés que les médias avaient à solliciter la parole des femmes expertes dans leur domaine, alors que ces femmes existent. Je vais me tourner vers Sandrine Gentil. Bonjour Sandrine Gentil. Bonjour, vous êtes journaliste, vous êtes productrice, vous avez monté votre propre société de production spécialisée dans la création de contenus et de formats inspirants. Sandrine, qu'avez-vous pensé de la présence minimale des expertes, des femmes dans le domaine de la santé, mais aussi de l'économie, durant toute cette pandémie, enfin, d'ailleurs depuis plus d'1 an? Ce que l'on a pu voir et ce que l'on voit depuis le début de cette pandémie sur finalement le nombre des femmes à pouvant s'exprimer à ce sujet-là est finalement proportionnel à ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Et on retrouve un phénomène de recherche d'expertes, d'acceptation de la part de femmes de venir s'engager et se mettre en avant. Et en fait, tout ça fait que... Tout ça, on est dans une société d'image, beaucoup. Et la question aussi de la place des femmes, et notamment sur des rassemblements et des mises en lumière d'expertes, a un vrai rapport à l'image et à ce que les femmes ont comme habitude ou pas de pouvoir se mettre en avant, de comment gérer ça. C'est pas évident, hein, c'est une gestion complexe. Et les femmes sont aussi très souvent, s'engagent quand il y a du sens, où elles savent que ça va pouvoir apporter de l'action et des répercussions concrètes. Et une femme de terrain, surtout en pleine pandémie, si elle est en train de travailler, elle va avoir beaucoup plus de mal à accepter de tout lâcher pour aller s'exprimer sur un plateau télé où les jeux sont un peu faits en amont. On le sait, on sait qu'un plateau télé va être organisé pour qu'il y ait un point de vue, mais en mode dualité. On ne va pas être dans des échanges et dans une construction, on va être dans quelque chose où il y a un thème, un angle, et il va falloir que 2 parties s'expriment. Les femmes vont avoir beaucoup plus de mal à lâcher le terrain et les actions qu'elles sont en train de mener pour essayer de contribuer à nous faire traverser du mieux possible et nous sortir un jour de cette pandémie, plutôt que d'aller sur un plateau télé. Et il y a vraiment cette question d'engagement, de sens. Quand une femme fait une action, en général, c'est vraiment, il y a une motivation profonde derrière. Elle veut qu'il y ait des répercussions à ces actions. Et cette question de l'image, on en reparlera peut-être, mais c'est aussi une question d'éducation. Et c'est pour ça que ça reporte à beaucoup de choses. La prise de parole en public, l'aisance orale, et puis l'image. Une femme va souvent aussi, en tout cas moi je l'ai vu sur beaucoup d'invitations que l'on pouvait faire à des femmes, va se dire alors attends, est-ce qu'après il y aura des répercussions pour ma famille, pour mes enfants en particulier? Une femme se projette beaucoup là-dedans et finalement, même si elle a des choses à dire, elle ne va pas forcément accepter de les dire dans ce contexte-là. Elle va réfléchir à tout un écosystème. C'est aussi pour ça qu'on les voit moins. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont sous-jacentes à leur présence. Alors, vous êtes productrice et vous faites ce que vous appelez des formats inspirants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous mettez dans ces formats? Et quels impacts ils peuvent avoir aussi sur la représentation de la société et surtout sur son évolution?
Eh bien, en fait, moi, j'ai travaillé pendant 13 ans dans l'audiovisuel. Et à 36 ans, j'ai eu une petite fille. Et là, je me suis aperçue que j'ai découvert la notion de plafond de verre à ce moment-là, au sein des sociétés de production dans lesquelles j'évoluais. Et pour me mettre à mon compte, je me suis aperçue qu'en fait, je manquais de rôle modèle, tout simplement. J'ai passé 1 an sur le terrain avant de me lancer comme entrepreneur à rechercher des témoignages de femmes. C'était il y a 7 ans, enfin même 8 ans maintenant. Et donc, je cherchais, je me connectais sur Internet et je cherchais, parce qu'à travers ces témoignages venant de la télé, je savais très bien qu'à un moment donné, là aussi, chez une femme en tout cas, il faut qu'il y ait caisse de résonance pour parfois passer à l'action et se dire, même si je n'ai pas sa vie, même si je n'ai pas son âge, même si je n'ai pas je ne viens pas du même milieu qu'elle, si dans son témoignage il y a quelque chose qui résonne en moi, c'est ce qui me permettra de passer à l'action. Et en cherchant également des contenus sur comment créer mon entreprise, j'ai vu qu'il y avait à ce moment-là beaucoup de contenus qui étaient encore très institutionnels. Or, quand on est chez soi, qu'il est 23 heures, qu'on a passé sa journée ou à travailler ou être dans son congé maternité ou tout ce que l'on veut, et qu'on se retrouve face à des contenus didactiques, assez froids, je vais dire assez cliniques, eh ben, ça donne pas envie. Et on n'arrive pas à se projeter dedans, on n'arrive pas à s'immerger. Et résultat, on passe souvent à côté de choses qui pensent être décryptées, mais qui ne le sont pas réellement. La notion de décryptage est très importante. À qui je m'adresse dans un contenu, pourquoi je m'adresse comme ça, et la base, je vais bien penser à la redécrypter pour mon public, et je vais chercher à lui donner envie. Et je me suis tellement retrouvée confrontée d'un côté à un manque de témoignages qui pouvaient m'inspirer, et de l'autre à des contenus très bons, mais où seule, mon premier réflexe, c'était de me dire « bon, bah non ». Et venant de 13 ans de télévision, où on apprend en fait à créer des contenus qui nous prennent par la main, qui nous donnent envie, qui nous motivent, à parler de choses sérieuses d'une manière allégée, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Et de pouvoir créer des contenus qui allaient transmettre, selon les sujets, une passerelle entre les détenteurs d'un savoir et le public à qui c'était adressé. Une passerelle avec de la vulgarisation, si besoin, et surtout une passerelle émotionnelle. L'émotion joue beaucoup. Quand on a besoin de se confronter à quelque chose de difficile, mais dont on a besoin, si on est embarqué par une émotion, parce que d'un seul coup, on se sent vibrer, parce que d'un seul coup, ça nous parle, parce que d'un seul coup, on se projette, parce que d'un seul coup, on se met à rêver, on est capable de se mettre à chercher et à comprendre ce que signifie vraiment un business plan, un business model ou n'importe quoi, que ce soit dans la science, la technologie. Voilà. Donc, j'ai cherché à créer une société de production centrée et vraiment spécialisée dans cette création de contenu inspirant. Alors, est-ce que vous pensez que, justement, cette question de l'icône, du rôle modèle auquel les femmes, mais aussi les jeunes filles peuvent se référer, est-ce qu'elles sont assez présentes dans le débat public en France, ou alors est-ce qu'elles sont assez retransmises finalement dans nos médias ? On en revient toujours à cette question de proportionnalité. Elles sont de plus en plus présentes. Il y a de plus en plus d'actions qui mettent en lumière les femmes à tout niveau. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole, de plus en plus d'hommes qui aussi mettent en lumière des femmes. Donc il y a une vraie part proactive actuellement. Après, encore une fois, il y a beaucoup de freins autour de ça. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que quand ça vient des médias, dans la mise en avant, c'est bien souvent, pour plein de questions de rythme, dès qu'on organise une émission ou un plateau télé, il faut que ça aille vite. En général, on prend la décision, c'était pour la veille. Donc voilà, on est toujours dans un état d'urgence qui fait qu'on va aller au plus vite et on va donc toujours rappeler le même petit carnet, répertoire, qui fait qu'on aura toujours les mêmes expertes. On sait que c'est celles qui vont se libérer tout de suite, que c'est celles qui ne vont pas avoir peur de prendre la parole dans ce contexte-là. Et comme l'expérience favorise le sentiment de se dire « ok, je peux y aller », et qu'une personne ayant peu d'expérience ne prendra pas forcément ce risque-là, on se retrouve toujours dans ce schéma. Après, vraiment, moi, ce que je constate depuis ces 4 dernières années, c'est une recherche
pas forcément de la part des médias, mais de tous les événements qui se créent autour et qui ont lieu et qui peuvent, grâce aux réseaux sociaux, être transmis et être visibles par le plus grand nombre, même quand c'était encore les événements en présentiel, c'est que on va de plus en plus étendre la carte des typologies de rôle modèle. Et que pendant longtemps, on est resté un peu au rôle modèle des années 80, moi qui m'ont inspiré, mais qui à un moment donné, même moi, ne m'ont plus inspiré dans la réalisation, vie professionnelle, vie personnelle, comment conjuguer tout ça aujourd'hui, comment garder du sens là-dedans. Et aujourd'hui, les rôles modèles, elles ont besoin de pouvoir toucher plusieurs tranches d'âge en même temps. Et on a besoin, évidemment, d'en exposer de plus en plus parce qu'il n'y a pas une bonne façon de vivre sa vie. Il y a une personne qui vit sa vie et ça va faire écho en nous. Ça, c'est la magie du rôle modèle. Elle ne plaira pas à toutes les autres, mais c'est pas grave si déjà elle contribue à favoriser la vie de plusieurs d'entre elles. Donc l'enjeu, c'est d'amener une diversité réelle et complète des rôles modèles, notamment dans un même champ d'activité. En politique, il faut avoir des rôles modèles de femmes qui vont être différentes. Il faut ça dans la technologie, dans le sport, dans l'éducation, dans tous les univers. Il faut chercher à diversifier et ne pas tomber nous-mêmes dans des clichés, des stéréotypes de tiens, dans ce domaine-là, c'est une femme, c'est tel type de rôle modèle. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la frilosité finalement des femmes à accepter d'être présentes, si vous voulez, dans le débat public, notamment à la télévision, quand on a parlé de la Covid-19, c'est-à-dire ces professeurs d'université, ces chercheuses, ces épidémiologistes qu'on ne voyait pas. On se disait, mais c'est pas possible que le monde de la médecine ne soit qu'un monde masculin, alors qu'on sait très bien que dans certains secteurs, les femmes sont majoritaires. Donc, comment on peut faire switcher cette frilosité vers davantage de chaleur et vers davantage finalement d'engagement, que ce soit à être présente sur les plateaux, mais également à être présente aussi dans de l'engagement politique et à donner de la voix et à paraître, à oser paraître, parce que tous ces retraits en fait nous font du mal finalement. Tout à fait. Alors, frilosité, entre guillemets. Oui, j'ai peur que ça puisse se retourner contre elles, alors qu'elles sont tous frileuses et qu'elles sont, au contraire, elles sont pleines de niaque et de combativité. C'est plus une prise de conscience de toutes les répercussions à 360 degrés qu'une prise de parole dans ce contexte-là, qui est en plus très exacerbé, dans un climat très anxiogène, de ce que ça pourrait apporter peut-être en répercussion. Et puis, encore une fois, dans ce qu'elles choisissent de se dire, est-ce que ça c'est une priorité ou quelles sont mes autres priorités? Et si en ce moment je suis en train de me consacrer à ça, est-ce que ma priorité c'est vraiment de prendre une demi-journée complète pour aller faire une apparition de 3 minutes? Parce que c'est quand même concrètement c'est ça. Après, je pense que si on veut pouvoir en amener plus sur finalement ce qui reste un média incontournable, c'est-à-dire la télévision, parce que ça reste le média qu'on l'aime ou pas, ou qui rentre dans le salon des gens et qui peut à un moment donné réunir tout le monde, c'est peut-être de multiplier des événements leur donnant la parole à des moments autres. C'est les rassembler à un moment où elles pourront justement elles aussi, finalement, s'exercer à être dans cette prise de parole, à témoigner dans un contexte où elles se sentiront peut-être plus dans un climat de confiance, bienveillant, et où elles auront peut-être plus le temps. Souvent, vraiment, elles veulent du sens à une prise de parole et apporter un message fort et puissant où, en général, on a des explications et des argumentations à réaliser dans un tout petit temps de parole où on sait qu'on va souvent être coupé par quelqu'un, où ça amène beaucoup d'enjeux. C'est peut-être de commencer à créer aussi des micro-événements en parallèle, et en tout cas, penser à les inviter à d'autres moments que les plateaux télé eux-mêmes. Plus elles auront plus l'expérience, plus à un moment donné, elles se diront « Oh là, finalement, cette question, je ne vais pas la laisser passer comme ça, je vais intervenir. Jusqu'à présent, je disais non, mais là, en fait, j'ai envie de pouvoir apporter, moi ici, ce que j'ai à transmettre sur ce thème. » Alors, est-ce que vous pensez qu'il faille imaginer d'autres canaux d'expression et de diffusion des paroles des femmes?
Complètement. Plus on va les multiplier, plus je pense qu'on va pouvoir déjà les diversifier aussi, parce que plus on les multiplie, plus on a de sources différentes. Plus on a de sources différentes, plus on a de référents différents. Ça veut dire que plus on a de carnets d'adresses différents. Donc on va multiplier les prises de contact et la mise en lumière de femmes que moi je ne connaissais pas, mais que vous connaissez, Marie-Jeanne, que vous connaissez. Et c'est là où d'un seul coup, on va être dans un mode proactif qui va favoriser l'émergence de plein de femmes de talent que nous ne connaissions pas parce que chacune était occupée dans son domaine à travailler et à faire avancer les choses sans qu'on le sache. Effectivement, multiplier ces sources de mise en lumière, ça va permettre à des femmes qui sont dans le savoir-faire de nous permettre de le faire savoir. Merci beaucoup, Sandrine Gentil. Une dernière question. Le pouvoir des femmes a influencé le débat public. Vous y croyez ou... Si, bien sûr, j'y crois, heureusement. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut multiplier les sources et faire en sorte que plus elles seront entraînées et plus elles se sentiront légitimes à venir prendre la parole et à se dire que même si pendant ce temps-là, elles ne sont pas en train de mettre au point quelque chose dans ce qu'elles font, ça servira. Et qu'elles puissent voir que derrière une prise de parole, il peut y avoir des répercussions importantes et qu'à partir de là, ça ne peut être que favorable à tout le monde. Comme le disait Jolie en introduction, c'est les femmes et les hommes ensemble. C'est ce que l'on souhaite pour nous aujourd'hui, mais surtout pour les générations à venir. Donc bien sûr, c'est une réalité. Il y a un véritable pouvoir. Maintenant, comme tout pouvoir, il faut apprendre à l'utiliser. S'en servir le plus tôt et le plus vite. Oh, et le plus souvent. Exactement. Vous ne bougez pas, Sandrine Gentil. Promis. Nous allons recevoir tout de suite Madame Marie-Jo Zimmermann, qui sera au téléphone avec nous. Bonjour Marie-Jo Zimmermann. Bonjour madame. Est-ce que vous m'entendez bien? Très très bien, très très bien. Merci infiniment de votre présence. Alors Marie-Jo Zimmermann, comme on dit, je ne vous présente pas, mais je vous présente quand même. Vous avez été élue députée à 4 reprises et vous êtes une femme, ce qu'on appelle une femme de pouvoir. En 2002, le président Jacques Chirac vous a nommé rapporteur général de l'Observatoire sur la parité. Et depuis, il y a une loi qui porte votre nom, c'est la loi Copé-Zimmermann, qui a imposé les quotas de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Et aujourd'hui, on peut dire que cette loi a été un succès, puisque en 2010, il y avait 12,5% de femmes dans les conseils d'administration. Et aujourd'hui, elles sont plus de 45% à occuper des sièges d'administrateurs. Alors, Marie-Jo Zimmermann, est-ce qu'en entendant ces chiffres, vous êtes satisfaite? Écoutez, oui, on ne peut qu'être satisfaite. Alors d'abord, bonjour à tous, à toutes. Merci de m'avoir conviée à votre conférence. Alors malheureusement, je ne suis pas en présentiel parce que comme vous êtes confinés à Paris, pour nous, venir de Metz à Paris, c'est un petit peu compliqué. Et alors, expliquer que vous intervenez à une conférence, bon, j'abandonne, voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. D'abord, alors, si vous voulez, je voudrais reprendre au bon ce que vous avez dit dès le début. Quand vous me dites « je suis une femme de pouvoir », ce n'est pas une femme de pouvoir, c'est une femme qui a été dans un lieu de pouvoir. Et vous savez, je me souviens toujours lorsque Jean-Louis Debré m'a accueilli, il m'a expliqué, il m'a dit un jour, ce jour-là, il me dit, de toute manière, on est très peu de temps dans un lieu de pouvoir et j'ai eu la chance d'y être pendant 20 ans, donc ce qui est déjà pas mal. Et j'ai eu la chance de présider la délégation aux droits des femmes pendant 10 ans. Et je dirais que quand on est dans un lieu de pouvoir, il faut se rendre utile. Et se rendre utile, lorsque on vous donne c'est-à-dire lorsque vous êtes élu président de la délégation aux droits des femmes, c'est d'observer comment les femmes sont perçues dans la société. Et je reprendrai une phrase de Christine Lagarde qui me convient très très bien. Quand on légifère, on trouve des femmes. Quand on ne légifère pas, on trouve des excuses. Et je la trouve excellente, cette phrase, parce que je l'ai vécue pendant 20 ans. Et c'est la raison d'être, et ça a toujours été la raison d'être, de mon combat pour les femmes. C'est-à-dire que
et j'ai eu la chance, effectivement, grâce à Jacques Chirac, d'avoir l'Observatoire de la parité. Et ça m'a permis de voir, parce que j'entendais l'oratrice précédente expliquer que, non, ou la présentatrice plus exactement, dire que les femmes, lorsqu'elles, comment elles doivent influencer dans le débat public. Ben, je vais vous dire, c'est très simple, c'est de les mettre dans des lieux où les décisions sont prises. Et ça a été l'objet, je dirais, de tous les amendements que j'ai déposés, de l'amendement notamment dans la grande réforme constitutionnelle de 2008 que j'ai déposé, à savoir transformer l'article 1 de la Constitution en rajoutant la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, aux fonctions électives, et j'ai rajouté aux responsabilités professionnelles et sociales. À partir de là, tout était possible. Tout était possible et surtout, on pouvait faire rentrer dans la loi tout ce qui permettait de faire rentrer des femmes dans le débat public, de faire rentrer des femmes dans des lieux de pouvoir. Et je dirais que dans la partie politique, je dirais ce qui a été le plus intéressant pour moi, ça a été de faire rentrer, grâce à la réforme constitutionnelle de 99, donc la loi favorise l'égal accès au mandat, aux fonctions électives, de pouvoir, dès 2007, rentrer dans la loi le fait que les femmes devaient être dans les exécutifs municipaux et régionaux. Et la preuve, c'est que, notamment dans les conseils généraux, enfin départementaux aujourd'hui, eh ben, c'est un oubli qui a été fait. Bon, à l'époque, moi j'étais dans l'opposition, j'ai déposé l'amendement, mais malheureusement, quand vous êtes dans l'opposition, voilà, ça passe pas forcément. Mais dans les conseils départementaux, aujourd'hui, on voit que la parité n'est pas stricte dans les exécutifs. Dans les conseils régionaux, pourquoi je l'ai fait passer à l'époque? Tout simplement parce qu'en 2004, on a 47% de femmes dans l'ensemble de la collectivité, on dégringole à 30% dans les exécutifs. Donc 2007, pour les élections, je crois que c'était en 2008, je ne sais plus, les élections régionales, on a 50% de femmes dans les exécutifs. En 2008, dans les villes de plus de 3500 habitants, et grâce à Najat Vallaud-Belkacem, on est descendu à 1000 habitants, dans les exécutifs, aujourd'hui, des villes de plus de 1000 habitants, on a non seulement un homme, une femme, c'est-à-dire un chavada, mais en plus, on gagne du temps au moment de l'élection des adjoints. Parce que dans le temps, on passait pratiquement dans les grandes villes une journée à élire les adjoints par bulletin secret. Et là, c'est la liste paritaire et en avant. Voilà. Donc, et pourquoi j'ai souhaité ça? Tout simplement parce que des décisions qui se prennent pour des villes, pour gérer des communes, moi je souhaitais qu'il y ait des femmes dans les exécutifs. Au niveau régional, c'était la même chose. Et je n'ai jamais, ce qu'on m'avait demandé à l'époque, si vous voulez, souhaité rentrer dans les délégations, parce que je considère que une femme peut très bien être adjointe aux finances, mais elle peut être également adjointe aux CCAS. Personne ne l'empêche. Et si ses compétences peuvent se développer dans ces domaines et améliorer la vie dans les communes, tant mieux. Dans les conseils régionaux, personnellement, j'ai été pendant un mandat vice-présidente chargée des lycées. Je vais vous dire, je crois que ça m'a permis non seulement de rentrer, si vous voulez, dans l'exécutif et de dire à ce moment-là, en région Lorraine, ce qu'il fallait pour les lycées, mais également de rentrer dans un plan, je dirais ce qu'on appelait le PPI à l'époque, c'était de voir quelle était la politique régionale qu'on voulait pour les lycées, et par rapport à ça, on gérait les lycées. Bon, c'est comme ça également qu'en 2011, je fais rentrer dans les conseils d'administration les femmes. Pourquoi? Parce que pour moi,
je dirais que dans mon expérience entre 2002 et 2011, j'avais rencontré beaucoup de femmes compétentes, mais ces femmes-là, je ne les rencontrais pas dans des lieux de pouvoir. Et je considérais que si on ne légiférait pas, jamais elles rentreraient dans ces lieux de pouvoir. Et c'est comme ça qu'en 2011, on rentre 40% de femmes dans les conseils d'administration du CAC 40, du SBF 120. Aujourd'hui, effectivement, dans le CAC 40, on est à 46%, et dans les SBF 120, on est à 45,8%. Voilà. Alors, dans la suite qui a été votée dans les entreprises qui ont 250 salariés, 50 millions de chiffres d'affaires, malheureusement, le suivi n'a pas été suffisant, et aujourd'hui, on n'en est qu'à 30%. Et je crois que c'est là aussi où il faudra que, au niveau gouvernemental, les sanctions soient appliquées, voilà. Sinon, je dirais qu'on n'est pas bon lorsqu'on légifère si on ne contrôle pas les lois qu'on a fait voter. Et ça, ça a toujours été mon principe. Le législateur doit faire, d'une part, appliquer ses lois et contrôler ses lois. Et lorsque les lois ne sont pas contrôlées, à ce moment-là, il faut soit sanctionner si les sanctions ont été votées dans la loi, ce qui avait été le cas dans la loi de Copé-Zimmermann, et ce qui est toujours d'ailleurs le cas dans les lois sur les conseils d'administration, si on ne les applique pas, qu'on fasse au moins le suivi. Et pourquoi dans les conseils d'administration CAC 40, SBF 120 et 500 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires, on est vraiment, mais vraiment bien, je dirais, dans l'application de la loi, tout simplement parce que j'ai fait un suivi, je dirais, méthodique depuis le vote de la loi, en 2014 avec un bilan d'étape, et régulièrement on faisait des bilans d'étape, grâce aussi au fait que des femmes m'ont accompagnée dans ce contrôle. Et moi, je salue toujours le travail qui a été fait par Floriane de Saint-Pierre avec Éthique et Bornes, parce qu'aujourd'hui, toutes les statistiques que l'on a, c'est elle qui les a sorties depuis 2011. Voilà. Alors, Madame Zimmermann, on peut dire malheureusement, à contrario, que il n'y a que 3 femmes sur 130 dirigeants, 120 pardon, dirigeants des plus grandes entreprises françaises. Ça veut dire qu'en quelque part, la loi Copé-Zimmermann n'a pas marché pour tout le monde. Une autre question, est-ce qu'on peut dire que finalement tout est rose pour les femmes dans le secteur professionnel? Non. C'était pas la même chose. C'était pas la même... Non, attendez, je veux préciser une chose. L'administration. Mais par contre, la loi Copé-Zimmermann avait mis en avant dans son article 8 un rapport tous les ans pour tous les conseils d'administration de la politique d'égalité dans l'entreprise. Et malheureusement, cet article a été très peu respecté. Parce que lorsque on applique l'article 8, on voit automatiquement comment les femmes sur l'ensemble de l'entreprise montent progressivement dans leur carrière, et comment il y a une exigence qui doit être réelle dans l'entreprise, à savoir le fait que lorsqu'il y a des promotions, il faut s'intéresser autant aux promotions des hommes que des femmes que des hommes. Et c'est au sein du conseil d'administration, c'est la raison pour laquelle moi j'avais souhaité cet article 8, c'est qu'il ne suffisait pas de mettre des femmes dans les conseils d'administration, ce qu'il fallait surtout, c'est que ces femmes, d'une part, améliorent le débat au sein du conseil d'administration, et aujourd'hui, c'est une réalité, parce que tous les comptes rendus qui reviennent et toutes les conclusions qui reviennent le disent clairement. C'est Viviane de Beaufort notamment qui le développe d'une façon remarquable lorsqu'elle intervient. Mais si vous voulez, le côté, je dirais, qui moi aujourd'hui ne me satisfait pas, c'est qu'on n'a pas appliqué l'article 8. Et voilà pourquoi vous n'avez pas suffisamment de femmes dans les comités de direction et dans les comités exécutifs.
Et je dirais que ce n'était pas l'objet de la loi. L'objet de la loi, c'était d'abord de mettre les femmes, faire appliquer les lois sur l'égalité professionnelle. Et là, c'est là où je dirais qu'il y a quand même un souci au niveau de la volonté politique de faire appliquer les lois. Parce que, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, dans les exécutifs régionaux, municipaux, on ait une parité stricte? Mais parce qu'on a des chiffres et on dit qu'il faut une parité stricte. Dans les comités, alors, il y a également un autre souci sur lequel, bon, moi, je souhaitais intervenir, c'était de dire que on légiférait sur les entreprises privées. Mais, comme l'a très bien souligné la personne qui introduisait votre conférence, dans le public, il y a une loi qui s'appelle la loi Sauvadet, qui a été votée en mars 2012. Et cette loi, malheureusement, n'est pas suffisamment appliquée. Donc, aujourd'hui, quand les pouvoirs publics donnent des leçons, moi, je leur réponds, c'est très sympathique de donner des leçons. Simplement, soyez vous-même irréprochables, appliquez la loi Sauvadet, et ensuite, au niveau du privé, parce que dans la nouvelle loi, dans la nouvelle proposition de loi qui est faite par Madame Rixain, c'est les CODIR, c'est les COMEX, etc. Non, mais c'est sympathique tout ça. Sauf que il y a deux choses. C'est appliquer les lois sur l'égalité professionnelle. La première, c'est quand même, je voudrais simplement le souligner, et il y en a beaucoup d'entre vous qui n'étaient sans doute pas nés, c'est 1972. Non, mais imaginez ça. Ensuite, on en a fait quelques-unes. 2014, c'est la loi d'égalité réelle, mais bon sang, qui est-ce qui l'a fait appliquer? Quelle est la volonté politique aujourd'hui qui est là pour faire appliquer cette loi? Et dans la fonction publique, c'est la même chose. Et moi, je ne vous cache pas, là aussi, votre introduction a été très bonne, de dire, on a là, d'ici même pas presque un an, on a une campagne électorale présidentielle. Et je peux vous dire que j'interviendrai, moi, dans le débat public, en disant, qu'avez-vous fait pendant 5 ans? Parce que quand on met un mandat sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes, certes, il y a eu des propositions, mais les applications, moi, je suis quand même interrogative aujourd'hui. Alors, moi, les promesses, c'est très sympathique, sauf que promettre, c'est bien. Moi, j'avais promis, lorsque je suis arrivée à l'Assemblée nationale, j'avais promis que j'essayerais d'améliorer la place de la femme dans la société. Je vais vous dire, les lois, les amendements que j'ai déposés l'ont amélioré dans beaucoup de domaines. Donc aujourd'hui, je peux être exigeante vis-à-vis de gens qui ont mis tout un mandat sur le thème de l'égalité. Moi, je veux le résultat. Parce que j'ai entendu notamment quelqu'un dire « Ah, mais vous savez, on va faire une nouvelle proposition de loi, on aura les premiers résultats. » Non, mais je rigole ou quoi? Je rigole. Les résultats, quand on dépose une proposition de loi, même quand on l'a fait voter, les résultats, on ne les a pas 5 ans 5 ans après. C'est pas possible. Matériellement, si vous voulez, aujourd'hui, les changements qui sont faits dans les conseils d'administration, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. 10 ans. Et avec quand même une multitude de lois qui ont été votées depuis 1972. Madame Zimmermann, il y a quelque temps, j'ai interviewé Madame Catherine Conconne, qui est sénateur de la Martinique, et elle me disait le monde politique est un monde qui est très violent. Dans votre carrière politique, comment avez-vous vécu cette violence? Est-ce que c'est vrai d'abord? Comment avez-vous vécu cette violence et comment vous en êtes protégée? Alors, oui, je l'ai vécu. Et je continue à la vivre. Alors, rassurez-vous, de toute manière, si j'avais dû m'arrêter au premier obstacle, je ne serais pas avec vous ce matin. Voilà. Si j'avais dû m'arrêter
dès le lendemain de l'annulation du député dont j'étais la suppléante, vous aviez un homme qui voulait absolument devenir député à ma place, qui a quand même été capable de faire, tenez-vous bien, un fax de 8 pages, pour expliquer que je n'étais pas compétente. Bon, 20 ans après, je pense que j'ai une petite compétence quand même. Et comment je m'en suis protégée? Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir une famille dans laquelle, j'ai toujours pu me ressourcer. J'ai un mari qui n'a pas mis sa carrière entre parenthèses, hein, je vous rassure, il a fait une très très belle carrière, mais avec lequel je partageais beaucoup de mes doutes, beaucoup de mes questionnements, et j'ai des enfants qui ont, alors la chance que j'ai eue, c'est que lorsque je suis devenue députée, ma fille avait 15 ans et mon fils avait 18 ans, donc l'éducation première était faite, et très souvent, j'ai toujours le souvenir quand les journalistes m'interviewaient, parce que j'étais l'orateur du groupe en 99 sur la réforme constitutionnelle, déjà sur la parité, et les journalistes me disaient, mais comment vous faites pour suivre le travail de vos enfants? Et ça se faisait par téléphone, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de visioconférence, etc. Mais je crois, si vous voulez, que j'ai toujours eu une vie familiale très équilibrée. C'est une chance extraordinaire. Je dirais, où et mon mari et moi, on a toujours su équilibrer à la fois nos carrières, mais notre vie familiale également, et avec, je dirais, un dialogue permanent avec à la fois mon mari, mais également avec mes enfants, qui sont devenus ensuite des adultes, et des adultes qui aujourd'hui, je dirais notamment ma fille, suit avec beaucoup d'intérêt, notamment l'application de la loi Sauvadet, parce qu'elle est dans la fonction publique, et elle aimerait bien que la loi soit appliquée. Madame la députée, la France est classée 11e pays le plus égalitaire au monde selon le dernier Forum économique mondial. Si aujourd'hui il devait y avoir un secteur dans lequel vous voudriez peut-être militer, vous engager le plus possible, quel serait-il? Ah, c'est l'égalité professionnelle. C'est l'égalité professionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui, et je suis contente d'ailleurs que la parole des femmes se libère beaucoup plus. Et toutes ces violences qui sont faites à l'égard des femmes, je dirais, je dirais que là aussi on a légiféré, mais peut-être pas suffisamment. D'autre part, je crois que c'est sur l'égalité professionnelle. Lorsqu'une femme choisit de faire une carrière, il faut qu'on la respecte, à la fois d'abord dans ses compétences, dès le début de sa carrière, lui proposer le même salaire qu'un homme qui a les mêmes diplômes. Et ça, malheureusement, on n'y est toujours pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours milité pour la loi de Catherine Génisson en 2001, où vous aviez ce qu'on appelait le rapport de situation comparée, où vous aviez une lisibilité. Et moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises, notamment une entreprise que je cite toujours, qui est PSA, où très, très tôt, PSA a travaillé sur ce rapport de situation comparée. Au moment de l'embauche, l'évolution de la carrière, vie professionnelle, vie sociale, vie familiale, pardon, et vie sociale également. Vous savez, lorsqu'aujourd'hui j'entends certains dire il faut travailler sur les congés de maternité, non mais excusez-moi, depuis 2006, c'est dans la loi. Bon, donc je pense vraiment que d'abord, il faut reprendre toutes les lois qui ont été votées, qui étaient de bonnes lois, que l'on n'a pas suffisamment travaillé, et faire appliquer ces lois, et le mettre, si vous voulez, c'était l'intérêt, moi, de cet article 8 dans la loi Copé-Zimmermann, le mettre dans des endroits où, dans ces lieux de pouvoir,
où on peut avoir un avis sur la politique d'égalité dans l'entreprise. Parce que à partir du moment où tous les ans, on vous met un bilan de la politique d'égalité, on vous explique que des femmes ont été embauchées avec 20% de moins de salaire. Non, mais enfin, c'est quoi ça? C'est pas normal. Et non seulement c'est pas normal, mais il faut le dénoncer. D'autre part, lorsque, par exemple, il y a toujours un point sur lequel, malheureusement, on n'a pas suffisamment travaillé, c'est les propositions de formation qu'on fait aux femmes et aux hommes. Vous regardez, moi j'avais beaucoup travaillé sur le rapport de situation comparée, et je voyais que entre 30 et 40 ans, partait du principe que, comme les femmes avaient de jeunes enfants, on leur proposait moins de formation. Non mais c'est quoi ça? Je pense que quand on fait un enfant, on est deux. Donc, quand on l'élève, on doit être deux. Et une carrière, c'est à la fois la carrière du conjoint, du compagnon, c'est également la carrière de la femme. Et il y a à ce moment-là un dialogue qui doit se faire. Et lorsque aujourd'hui, je reviens, si vous voulez, à ces violences, lorsque aujourd'hui je vois certaines femmes écrire des choses, mais aberrantes, que certaines femmes ont le syndrome d'imposture. Non, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Mais est-ce qu'à un moment donné, on a eu, je dirais, l'idée d'écrire le syndrome d'imposture pour les hommes? Non. Je crois, si vous voulez, il y a dans les violences, il n'y a pas que les violences physiques, il y a les violences psychologiques et il y a toutes les violences qui sont exercées, le manque de respect que l'on peut avoir d'une femme dans sa carrière professionnelle, mais c'est gravissime. C'est gravissime. Et c'est là-dessus que moi, je me suis toujours investie. Je me suis toujours investie sur l'application des lois. Et lorsqu'une loi est votée, en général, pour être votée, c'est la majorité qui l'a votée. Hein. Donc, ça veut dire que si la majorité l'a votée, ça veut dire que c'est accepté. Donc, si c'est accepté, ça doit être appliqué. Point. Madame la députée, une dernière question, toujours la même. Alors, est-ce un mythe ou une réalité, ces femmes qui ont le pouvoir d'influencer durablement sur le débat public? Vous y croyez? Alors, moi, je commence à dire que je veux dire, autant il y a 20 ans, vous m'auriez posé la question, je vous disais que c'est un mythe. Et au fond de moi-même, j'avais la volonté que ça devienne une réalité. Je commence à me dire que ça devient une réalité et c'est la raison d'être aussi aujourd'hui, je dirais, de cette violence à l'égard de certaines femmes. Et c'est là-dessus que je veux vraiment militer parce que les femmes n'ont pas un syndrome d'imposture. Les femmes, on leur donne le syndrome d'imposture. On essaye de leur expliquer qu'elles ne sont pas forcément à leur place. Et lorsque Christine Lagarde dit quand on légifère, on trouve des femmes, et quand on ne légifère pas, on trouve des excuses, c'est très facile de trouver des excuses. C'est très facile de dire mais écoutez, non, mais on s'occupe. Vous savez, moi j'avais certains collègues qui me disaient à l'époque, mais attends, on s'occupe des violences. Eh bien oui, mais de toute manière, c'est notre devoir. Lorsqu'on est dans un lieu de pouvoir, je le répète, on a le devoir que la société aille mieux. Et si je légifère sur les violences, mais c'est normal, ça veut dire qu'il y a des violences. Si en plus, je n'essaye pas de faire que ces femmes qui sont victimes de violences n'aient pas en plus ce syndrome d'imposture, mais je ne fais que ce que je dois faire, c'est-à-dire que cette égalité entre les femmes et les hommes. Et je veux effectivement que la femme dans le débat public, ça devienne de plus en plus une réalité. Et je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la parole qui est libérée, est-ce que ce n'est pas étranger au fait que la place de la femme dans le débat public est de plus en plus une réalité? Merci Madame Zimmermann, surtout vous ne partez Merci à pas. vous.
Merci Vous à nous vous. suivez sur Facebook, Madame Zimmermann. Ah oui. Non seulement je vous suis sur Facebook, mais je vais continuer à vous suivre parce que vous savez, ça nourrit également ma réflexion. Merci infiniment de votre présence. Merci à Raphaël Rémy Leleu. Bonjour. Vous êtes une femme politique engagée pour Europe Écologie Les Verts, et conseillère de Paris depuis juillet 2020. Vous êtes militante féministe et vous avez été la porte-parole d'Oser le féminisme. Vous avez écrit avec Margot, alors je présente le livre, avec Margot Collet, le livre Beyoncé est-elle féministe et les autres questions pour comprendre le féminisme chez Édition First. Au fait, Raphaël Rémy Leleu, Beyoncé, elle est féministe ou pas? Bonne question, non? Oui, bonne question. La réponse? Eh bien, la réponse, c'est surtout qu'on en a eu marre, en tant que féministe, qu'on nous demande toujours, qu'est-ce que vous pensez du féminisme des autres femmes? C'était le cas pour Beyoncé, c'était le cas pour Marie-Jo Zimmermann, c'était le cas pour les Femen. Et donc, on a eu envie de retourner les questions qui nous étaient posées en permanence, en donnant tout de même des éléments d'analyse, par exemple sur les paroles des chansons de Beyoncé, sur son affichage du mot féminisme, mais en disant finalement, c'est à chacun, à chacune de se faire une idée, et puis c'est à la personne elle-même de répondre, puisque analyser le féminisme, la pensée intellectuelle, politique, les actions de chacun et de chacune, ça ne doit pas nous empêcher, surtout entre femmes, d'abord de faire preuve de bienveillance, d'exigence toujours, mais même de sororité et de laisser chacune parler pour elle-même. Alors, ce syndrome de l'imposteur que Madame Zimmermann égratignait un petit peu, est-ce que vous pensez que c'est une construction nouvelle pour impacter davantage les femmes et leur faire douter d'elles? Ou est-ce que véritablement, vous, en tant qu'élue, en tant que femme professionnelle aussi, vous avez eu ce sentiment de ne pas être à votre place? Alors bien sûr, j'ai eu le sentiment de ne pas être à ma place, mais parce qu'en fait, on me le dit tous les jours. Et quand je suis arrivée en politique, quand j'ai été élue au début de mon mandat il y a moins d'1 an, on a passé beaucoup de temps à m'expliquer qu'en tant que femme, en tant que jeune, ça n'est pas comme ça que je devais m'habiller, ça n'est pas comme ça que je devais parler, ça n'était pas comme ça que je devais me comporter, que ce qui était finalement admissible en tant que militante féministe, j'aurais dû le laisser aux portes du pouvoir. Qu'une fois élue, une fois dite femme politique, j'aurais dû arrêter de porter justement la même exigence, les mêmes revendications. Donc ça, c'est ce que j'avais dit à moitié en riant, mais qui est devenu une réalité politique. Mon féminisme ne peut pas s'arrêter aux portes de l'hôtel de ville. Et ce syndrome de l'imposteur, malheureusement, c'est aussi le signe de toute la violence qu'on nous renvoie en permanence, de l'épuisement que ça crée et de l'énergie délirante que j'ai besoin de mettre en tant que femme politique, non pas pour faire avancer mes idées en propre presque, mais pour avoir le droit d'être là, pour faire avancer mes idées. Donc ce faisant, je fais tout de même, je pense, avancer l'égalité, donc ça participe de ma cohésion. Mais c'est vrai que parfois, j'aimerais dire, est-ce que je pourrais arrêter de me battre simplement pour faire mon boulot? Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence entre la prise de parole politique par les hommes ou par les femmes? Oui, de manière extrêmement concrète. Déjà, en tant que femme, on est beaucoup moins nombreuses. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On est moins nombreuses dans les médias, on est moins nombreuses dans l'assemblée politique. Je riais un peu. Madame Zimmermann parlait du manque dans la loi par rapport aux exécutifs locaux dans les départements. C'est également le cas dans les métropoles. Et par exemple, lors de mon élection à la métropole du Grand Paris, je suis arrivée dans une assemblée où il y avait 30% de femmes. Alors déjà, une assemblée composée à 70% d'hommes, quand on arrive du milieu féministe, ça fait bizarre, hein, ça change les repères. Et puis, on nous présente la liste pour l'exécutif de la métropole, et là, je réalise qu'il y a 15% de femmes dans cette liste. Alors même qu'il y a 30% de femmes élues à la métropole. Et là, je me suis dit, il y a des manques dans la loi, il y a des manques dans nos repères quotidiens en tant que femmes politiques. Et donc, bien entendu, ça change la prise de parole, parce qu'on se considère plus ou moins en milieu hostile. Et donc, quand vous êtes une femme élue de moins de 30 ans, je peux vous assurer que parfois, c'est un peu sportif. Et puis, ça change de manière très concrète. Par exemple, je sais que lorsque je vais aller à la télévision, contrairement à mes collègues masculins, eux n'ont pas besoin de s'organiser plusieurs heures après
pour gérer ce qu'on appelle gentiment les trolls, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Eux n'ont pas besoin de s'organiser pour gérer ensuite les conséquences du cyberharcèlement systématique que je vais subir, que mes collègues vont subir, que ce soit des femmes écologistes comme Sandrine Rousseau, comme Sandra Régol, que ce soit des femmes politiques en général. On nous demande un coût d'entrée supplémentaire, un coût d'entrée à la prise de notre parole, à l'écoute de notre parole. Moi, c'est ce que j'appelle l'économie de la parole publique. Et c'est vrai que pour les femmes, c'est une économie qui est extrêmement difficile. Et le but, c'est d'être parfois un peu pionnière, mais surtout de ne pas fermer la porte derrière soi, parce qu'on a besoin d'être de plus en plus nombreuses aussi pour bénéficier d'un effet de masse, de meilleurs repères, d'une meilleure compréhension. C'est même Karima Deli qui explicitait quelque chose de tout bête. Les micros, souvent, sont réglés pour des voix beaucoup plus graves que pour des voix de femmes. Et donc parfois, ça nasille, c'est criard ou autre. Enfin bref, on a besoin d'un véritable changement culturel aussi dans cette parole publique. Alors, ces actes de violence que vous ressentez et qui existent dans le monde politique, j'imagine que Madame Zimmermann a vécu ces actes d'une autre façon. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la facilité finalement de faire du harcèlement ou du bashing dans certains groupes, est-ce que pour vous, c'est une charge supplémentaire en tant qu'élu ? Bien sûr, c'est une charge qui est immense. Et ne vous méprenez pas, je suis ravie qu'on puisse parler sur les réseaux sociaux. C'est aussi une chance pour nous, c'est une manière de démultiplier le pouvoir de nos messages. Et en fait, il n'y a pas de déterminisme technologique, ça n'est pas le réseau social qui va faire le cyberharcèlement, hein. Ce sont bien les cyberharceleurs, ou même les harceleurs tout court. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, et peut-être la différence que j'ai connue entre le moment où j'ai été militante féministe et le moment où j'ai été finalement élue de la République, c'est l'idée que je devrais être à disposition en permanence. Je ne m'appartiens plus. Je suis censée être toujours une sorte d'incarnation de je ne sais pas quoi. Et du coup, finalement, tout serait acceptable contre moi. Ça a été la première chose qui a été assez étrange. Par exemple, j'ai été cyberharcelée parce que je continue de poster des photos de mes chatons. Bon, ben voilà, ça fait 10 ans que je poste des photos de mes chatons sur Internet. Je ne vais pas arrêter parce que du jour au lendemain, j'ai le droit de porter une écharpe. Enfin, je trouverais que ce serait assez hypocrite et même que ça n'est pas une manière très sincère et très démocratique d'imaginer l'exercice électoral. Le fait de dire qu'on deviendrait uniquement une figure, un objet politique et qu'on arrêterait d'être une personne, c'est assez difficile sur tout ce qu'on essaye par ailleurs de faire progresser sur la représentativité des élus. Et la deuxième chose, c'est pour ça que je parle d'une disproportion dans l'économie de la parole publique, c'est mais où est-ce qu'ils trouvent tout ce temps ? Où est-ce que ces gens trouvent le temps de nous cyberharceler en permanence ? On est arrivé élu à la ville de Paris avec un certain nombre de collègues. Puis en fait, on a énormément de choses à faire. Et puis, il y a un petit truc qui s'appelle la pandémie. Ça a donné pas mal de travail et de charge mentale et de lourdeur à tout ce qu'on essaye d'organiser. Donc, on arrive à peine à naviguer dans ses propres journées. Et il y en a quand même qui ont le temps de faire des recherches, d'essayer de trouver nos adresses personnelles, de prendre un petit papier, un petit stylo, d'écrire une lettre d'insulte de 3 pages en ayant porté des gants et d'aller la poster. À quel moment les personnes se disent que le meilleur usage de leur énergie, c'est ça ? Peut-être parce qu'en termes de destruction de ma force politique, le fait que moi, par ailleurs, je doive ensuite aller passer 3 fois une demi-journée au commissariat pour déposer plainte, pour aller donner mes empreintes, pour prendre des photos, ouvrir mon courrier avec des gants et des pinces. Tout ça, ça me fait perdre en temps et en énergie et ça m'empêche de réaliser le plein potentiel de ce qu'on essaye de faire vivre à travers nos idées. Est-ce que vous ressentez un sentiment de sororité, de bienveillance vis-à-vis, enfin, de la part, des autres femmes politiques ? Oui, de beaucoup d'entre elles, et heureusement. Ce qui est parfois un peu difficile, c'est quand on a l'impression que la sororité est à géométrie variable, en fait. Il y a des moments où on s'attend
à recevoir du soutien de femmes politiques, même quand on n'est pas forcément d'accord sur tout, et où ce soutien n'arrive pas. Et on l'attend de manière un peu désespérée. Et bon, finalement, on fait avec le soutien de toutes les autres, et c'est fantastique, et tant mieux. Et puis ensuite, il revient quelques semaines, quelques mois plus tard, au gré d'une alliance, d'un projet, d'une séquence de communication. Et ça me trouble beaucoup, parce que je me demande, est-ce que je préfère un soutien impondérable, qui est toujours là, sur lequel je n'ai jamais besoin de douter, ce qui est le cas de beaucoup d'entre elles, je tiens à le dire tout de même. Et qu'est-ce que je fais d'un soutien dont je sais qu'il n'est pas là toujours, que peut-être il est un peu utilitariste, peut-être qu'il est sincère, mais que sur le moment, mais néanmoins, il me fait du bien tout de même. Et donc ça, je crois que c'est la preuve qu'avant même d'avoir une forme d'exigence entre femmes vis-à-vis de la manière dont on peut soutenir, il faut avant tout qu'on se concentre sur les obstacles et se dire, mais on ne devrait même pas avoir besoin de se soutenir, parce qu'en réalité, on ne devrait pas avoir à vivre de telles épreuves dans la sphère publique. Tout à l'heure, nous avons parlé de la pandémie, de la Covid-19. La pandémie a non seulement des conséquences sanitaires, psychologiques, mais également des conséquences beaucoup plus importantes pour les femmes. Qu'est-ce que vous inspire la recrudescence justement de ces actes de violence à l'encontre des femmes? Et est-ce que vous pensez que ceux qui ont le pouvoir d'agir font ce qu'ils font en la matière? Ce que je pense de l'augmentation du nombre de plaintes sur les violences sexistes et sexuelles, c'est assez difficile, puisque finalement, l'augmentation du nombre de plaintes aujourd'hui, on sait que c'est l'augmentation du nombre de plaintes, plus encore que l'augmentation du nombre de faits de violence, parce qu'ils sont largement sous-estimés. Néanmoins, avec la pandémie, avec la charge sociale au sens très large que ça a fait peser sur beaucoup de monde, il y a eu une exacerbation des difficultés, des violences, et ça, c'est certain on s'est rappelé finalement que pour les femmes et les enfants, et j'insiste sur les enfants aussi parce qu'on a tendance à l'oublier, le foyer est trop souvent un lieu de violence, c'est une prison en lui-même. Et en fait, l'espèce d'image d'Épinal que certains sont très contents de nous mettre dans le crâne, comme quoi le violeur type, ce serait un étranger un soir dans une ruelle sombre, c'est absolument faux. Et c'est pour ça que c'est aussi dur, le combat contre les violences sexistes et sexuelles. Le violeur, principalement, si on devait faire l'image type du violeur, c'est un homme que vous connaissez, que vous aimez, qui fait partie de votre famille, qui est votre compagnon, qui est votre oncle, qui est votre cousin, qui est votre grand-père. C'est ça qui rend aussi difficile la prise de parole, par exemple, ou même la fuite quand c'est nécessaire pour, entre autres, sauver sa vie. Est-ce que le gouvernement fait assez? Est-ce que les décideurs, au sens large, font assez? Non, bien sûr que non. Il n'y a même pas l'argent. Il n'y a même pas ce minimum de l'application de la politique publique, comme en parlait Madame Zimmermann. On ne peut pas faire appliquer une politique publique s'il n'y a pas d'argent. En fait, en France, on n'a pas de méthode, on n'a pas de moyens, on n'a pas de mesure d'évaluation de l'efficacité des politiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. En France, il y a eu un plan sur 5 ans avec des critères, des évaluations et 1 milliard d'euros. En France, on est toujours incapable de faire ça. Et c'est pour ça que j'en reviens à cette idée de la difficulté parfois de traiter un signal positif, comme une femme qui est sorore avec vous, mais une fois tous les 2 jours. Quand vous avez un gouvernement qui vous dit « je vais faire de l'égalité la grande cause du quinquennat », mais que vous savez que dans les faits, ça n'est pas vrai, est-ce qu'on doit s'en réjouir parce que c'est un signal positif, ou est-ce qu'on doit se dire « attention, enfumage tout de même ». Ne sachant pas trop, je me suis dit qu'on allait essayer de s'engager pour faire changer ça. Alors justement, est-ce qu'il ne faut pas aussi... est-ce qu'on n'attend pas trop du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas à nous aussi de nous mettre en position de fighter pour défendre nos droits? Et comme vous le faites en étant élu, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie justement que d'attendre toujours des mêmes personnes qui ont tout leur bagage culturel qui les empêche de faire ça, ont tout finalement la bénédiction du patriarcat, du machisme dans lequel ils ont baigné depuis leur plus tendre enfance?
et pour eux, enfin, je ne leur donne pas d'excuses, j'essaye de voir, est-ce que justement l'engagement des femmes n'est pas la priorité absolue pour faire changer les choses? J'adore votre question, parce que vraiment, il y a un côté, est-ce qu'on attend toujours des mêmes personnes ou est-ce que finalement, on va juste prendre leur place? Pas forcément prendre leur place, mais pourquoi pas en fait? C'est parce qu'il y a une manière aussi parfois un peu désincarnée de parler de l'engagement des femmes ou des femmes en politique. On dit que les femmes prennent leur place. Mais aujourd'hui, ces places sont occupées. Elles sont aussi occupées, mais un peu, mais elles sont aussi occupées par des personnes qui, pendant des décennies, alors parfois ce furent les mêmes pendant des décennies, c'est un autre problème, mais où finalement on a été portion congrue. On nous a dit, et on nous dit sur l'ensemble des domaines de l'égalité, par exemple, quand on parle d'égalité salariale, il y a encore quelques années, on vous disait, attendez, déjà maintenant vous avez la chance de pouvoir travailler. Et c'est un peu ça en politique. Là, on nous dit, bon, déjà, maintenant, vous avez la parité, c'est le risque qu'on mette des femmes incompétentes au pouvoir. Déjà, il n'y a pas la parité partout. Puis réfléchissons un instant. Alors, nous avons un président de la République. Nous avons un Premier ministre. Nous avons un président du Conseil constitutionnel. Nous avons un président de l'Assemblée, un président du Sénat. Et 52% de femmes. Et 52% de femmes. Mais tout va bien, on a l'égalité, puisqu'il y a la parité. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Donc la structure de pouvoir, on doit encore la changer. Et après, on peut la changer de mille et une manières. On peut la changer via les médias, via l'engagement politique, via l'engagement associatif ou professionnel. Mais cette place, c'est pas uniquement qu'on la prend, c'est qu'on l'occupe. Bien sûr. Bien sûr. Juste deux dernières questions. Raphaël Rémy-Leleu, vous êtes intervenu dans le débat contre les agressions sexuelles, notamment dans un cas à la mairie de Paris. Comment faire pour que les acquis militants du mouvement MeToo ne s'érodent pas finalement? Ça a été très dur, le mouvement MeToo. Faut peut-être rappeler ça aussi, parce qu'il y a un moment, les féministes ont été accusées finalement que ça nous arrangeait bien, quelque part, cette séquence de communication sur les viols, les incestes, les agressions sexuelles. Alors pour nous, ça a été extrêmement dur parce que c'est une réalité qu'on connaissait, mais d'un coup, on était sous le flot de centaines de milliers de témoignages. Et on s'est posé la question ensuite de comment on allait faire face à ce qu'on peut appeler le backlash, que nos amies québécoises appellent joliment le ressac, le retour de flamme ou de bâton. Ce moment où tout de suite après, on nous a dit maintenant que MeToo est passé, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire en tant qu'homme. Voilà. Moi, je me dis finalement, c'est la mer contre la falaise, et vague après vague. Mais la mer continuera toujours à gagner du terrain. La problématique, c'est comment on fait pour que nous, en tant que femmes, que féministes, que personnes engagées, on ne s'épuise pas et que ça ne soit pas toujours simplement quelque chose qu'on refile à la génération d'après. J'ai envie qu'après nous, ça soit moins difficile, sans que ça soit pour autant un peu une arnaque, ce que je trouve a été quand même l'espèce de creux de la vague des années 80-90, où on nous a abreuvé du mythe de la Wonder Woman, où on nous a dit finalement maintenant les femmes arrivent à tout faire, la vie professionnelle, la vie personnelle et autres. Et pendant ce temps-là, l'égalité n'a pas beaucoup progressé, et celles qui étaient là pour tenir la baraque, je pense notamment à Isabelle Alonso et aux chiennes de garde, étaient traitées d'hystériques. Donc, comment fait-on aussi pour avoir cette continuité, ce matrimoine entre femmes, pour qu'on n'oublie pas celles qui sont passées avant nous? Et d'ailleurs, là-dessus, on vient de perdre il y a quelques jours une grande militante féministe, Madame Elsa Wadi, qui disait « Ils disent de moi que je suis une femme sauvage et en colère, je crois. Mais en fait, je dis la vérité. Et la vérité est sauvage, donc je ne peux pas dire autre chose. » Et ça, vraiment, cette exigence à la fois de vérité et de transmission, je pense que c'est comme ça qu'on fera pour conserver les conquis des combats féministes. Est-ce que vous pensez que la jeune génération, la génération Z, comme on l'appelle, est partie prenante de ces combats, ou est-ce qu'elle regarde ça de façon différente? Qu'est-ce que vous inspire la cohabitation finalement avec les jeunes femmes, les jeunes filles entre 15 et 25 ans? Bon, ça va, parce que j'en suis pas trop éloignée encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que concernant le combat pour les droits des femmes, souvent, il y a eu
une tendance à vouloir en faire une différence de génération. Parce que, par exemple, quand j'étais à Oser le féminisme, je militais avec des femmes qui avaient l'âge d'être ma grand-mère, en fait. Et je crois que vraiment cette articulation entre les générations se fait dans tous les cas, mais qu'importe l'âge, je trouve que c'est intéressant à dire à chaque femme et à chaque personne, finalement, sur le sentiment d'injustice. Quand tu es toute seule dans ta tête et que tu te dis « Non, mais là, je suis en colère, mais finalement, c'est moi qui dois être folle, c'est moi qui dois être trop, voilà, c'est dans ma tête. » Non, ça n'est pas vrai, tu n'es pas seule. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien compris, y compris par la plus jeune génération, parce qu'elles ne sont pas dupes. Et je trouve qu'elles arrivent aussi avec beaucoup de force et avec beaucoup de courage à dire en fait, vous allez arrêter les arnaques, on voit ce que vous êtes en train de faire et on ne vous laissera plus faire. Alors, je vais vous poser la question que j'ai posée aux précédentes interlocutrices. Est-ce que les femmes ont vraiment le pouvoir d'influer durablement sur le débat public? Est-ce que c'est un mythe pour vous, une réalité, ou est-ce que le chemin à parcourir est encore tellement long que, comme l'image de la vague et de la falaise est très belle, de la mer M-E-R-E? En fait, je pense que les femmes aujourd'hui participent du débat public, donc j'espère bien qu'elles l'influencent et en fait, on n'est plus uniquement dans une situation de décor dans laquelle on a voulu nous enfermer pendant trop longtemps. La question, c'est comment faire pour que cette influence sur le débat public, sur la chose publique en général, nous coûte aussi moins cher, que ça puisse être beaucoup plus partagé, à la fois sur tout cet espace public, mais aussi entre toutes les femmes, sur le fait que ce soit une véritable démocratie et que le fait de prendre la parole ne soit pas toujours un combat. Merci beaucoup, Merci Raphaël. Merci infiniment. Alissa Pelaton. Bonjour. Bonjour Alissa. Vous êtes avocate au bureau de Paris, vous plaidez également en Californie, à Washington, D.C. Vous êtes présidente et fondatrice du collectif Impact Lawyers et vous avez créé en 2013 le collectif Giving Exchange, qui a pour objectif de transformer de manière durable les conditions de vie des populations défavorisées en Afrique. De nombreuses avocates ont pris le combat des femmes à bras-le-corps. Et nous pouvons citer l'illustre Gisèle Halimi, dont le nom est lié à l'abolition, à l'évolution, de la loi Simone Veil sur l'interruption de grossesse en 1975. Alissa Pelaton, parlez-nous un petit peu de vos combats en tant qu'avocate et surtout de vos combats en tant qu'avocate internationale, parce que vous avez la double nationalité, vous êtes franco-américaine et vous avez peut-être des choses à nous dire aussi sur l'engagement des femmes américaines en politique. Oui, tout à fait, merci. Donc, c'est très bien de citer justement Maître Amélie, parce qu'elle, même quand elle était militante et avocate, pendant les différentes interventions, pendant sa période d'influence, elle disait que je peux pas être cloisonnée, c'est-à-dire je suis avocate, militante, femme, mère, politique, et je suis pas un tiroir. Et je pense que c'est justement ces mots qui me touchent beaucoup. C'est pareil en tant que femme, maman, avocate militante, même avocate internationale. Je peux pas cloisonner ma vie en disant je suis que avocate et j'ai une cause qui me dépasse. Mais il faut prendre en compte aussi toutes les sphères de qui je suis, mon être humain. Et je pense qu'en tant qu'avocate, c'était le vrai enjeu pour moi. C'est de ne pas mettre de côté certaines parties de moi en étant militant, de ne pas d'oser à dire que j'ai besoin du temps pour mes enfants, même si je travaille beaucoup. Donc par rapport le sphère ou le profession d'avocat, c'est un milieu plutôt, je dirais, par la majorité des femmes. Donc on a 57% des femmes dans la profession d'avocat. C'est très bien. La première avocat a prêté serment en 1900, donc c'est très bien. Pourtant, c'est quand même un milieu qui est très masculin dans le sens où, même si on est majoritairement femmes, il y a quand même que 25% des associés des cabinets d'avocats qui sont des femmes. Donc, encore une fois, on voit ce thème
je suis majoritairement, je participe dans cette profession d'avocat, pourtant je n'ai pas la place de le titre ou même la rémunération d'avocat comme des hommes. Et même dans la région parisienne, les femmes sont 2 fois moins payées que les hommes. Donc en deuxième année, une avocate est payée 61 000 euros contre 120 000 euros pour les hommes avocats. Donc, avec ce contexte qui est un peu particulier, qui est lié aussi à l'histoire de l'avocat et la place de la femme, mais aussi l'être humain de la femme, qui est le fait qu'on a des enfants, donc forcément, on va prendre un congé maternité, que ça va être compliqué parce qu'on va devoir arrêter de travailler par un certain temps. Et lorsqu'on va revenir, peut-être on va vouloir rentrer à la maison à 19h. Là, c'est un peu compliqué pour vraiment prendre la place en tant qu'avocate femme dans ce contexte. Et surtout, qu'on voit que par rapport aux statistiques en 2019, les femmes travaillent plus que les hommes. Donc, les femmes, en général, avocats, travaillent entre 28 et 44 heures par semaine. Et pourtant, ils sont 2 fois moins payés. Donc, quand on a tous ces chiffres devant nous, on a le fait qu'on n'est pas assez rémunéré, qu'on travaille beaucoup, mais on est quand même moins payé, qu'on va jamais avoir le titre ou très peu de chances d'avoir ce titre d'associé parce que du coup, on va rentrer au travail à 19h plutôt de travailler toute la soirée et toute la nuit pour justement montrer qu'on est très motivé d'avoir ce titre d'associé. La question est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on fait autre chose? Et c'est là où je trouve que la force de la femme, c'est de la pouvoir de créer, de créer une place. Comme vous disiez bien, c'est de ne pas prendre la place, mais d'occuper la place qu'on a déjà. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi à ma petite échelle, c'est de voir que la profession d'avocat me plaît beaucoup. J'aime bien d'être avocat. Je trouve que même toutes les femmes sont des avocats au sens du terme avocare, qui est la racine latine qui veut dire en défense d'une cause ou d'accompagner, de soutien, de soutenir. Et c'est tout à fait le caractère d'une femme. C'est d'aller vers l'autre, de défendre les intérêts de l'autre, de défendre une cause. Et ce que je vois déjà avec ce plateau et cette conférence, c'est chaque femme a choisi une raison d'être, à dire voilà, j'ai envie de défendre cette cause. Et c'est pas juste pour que je puisse avoir tout le regard sur moi ou pour que je puisse agir dans mes propres intérêts. C'est vraiment pour l'autrui, c'est pour défendre une cause. Donc déjà, je dis que toutes les femmes sont des avocarées. Et dans ce sens-là, on va devoir créer notre place. Donc quand j'ai vu en 2014 que j'aurais pas du tout cette opportunité de vraiment avoir la place que je voulais avoir, même au sein d'un cabinet, ou même ce sens de chercher du sens dans la profession d'avocat. Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est pour défendre les intérêts des plus riches? Est-ce que c'est pour gagner plein d'argent? Quelle est ma raison d'être, moi? Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que vraiment la passion, le cœur et ce qui me fait vibrer, c'est vraiment cet engagement de créer une économie plus engagée, de créer et d'accompagner des entreprises plus engagées avec cette raison d'être, des objectifs socio-environnementaux qui sont au cœur de l'ADN de la structure. Et donc, j'ai décidé de créer mon propre cabinet d'avocat. Donc, personne ne voulait me donner la place d'associée, donc j'ai créé la place. Et voilà, je suis associée de mon cabinet d'avocat, AMP Avocat. On n'est que des femmes. J'ai fait pas exprès du coup, c'était par la force des choses. Et aussi, j'ai créé ce collectif d'avocats Impact Lawyers, qui sont composés majoritairement des femmes. Mais encore une fois, c'était pas une politique, c'est juste parce que les femmes aussi, elles sont engagées et elles croient aussi dans cet engagement sociétal.
Donc, je pense que pour voilà, ma place en tant que femme avocate, c'est pas les chiffres qui comptent. Parce que si je vois les chiffres, je serais démotivée. Je pense que malgré les chiffres, c'est le cœur, c'est le caractère qui compte. C'est que malgré les inégalités, malgré les obstacles, la femme, même dans son caractère, dans son ADN, c'est une personne qui relève le défi, qui dit je vais continuer à le faire même si les gens pensent que c'est pas possible, même si tout le monde autour de moi dit que c'est impossible de créer un cabinet d'avocat ou de créer ma place. Et je trouve que c'est la capacité. Voilà, c'est pas les chiffres qui comptent, mais c'est la capacité d'avoir une influence, de prendre la place, d'occuper une place qui est déjà là et de retrouver sa raison d'être. Alors, vous êtes une femme de loi engagée. Est-ce que vous pensez que les femmes ont la possibilité de faire basculer l'économie vers quelque chose de plus green, de quelque chose de plus solidaire, de plus responsable et en suivant, si vous voulez, toutes les préconisations des grandes conférences internationales sur le changement climatique. Est-ce que les femmes sont sensibles à ça? Est-ce qu'elles ont cette volonté et surtout cette capacité de faire évoluer justement cette économie qui est tout sauf pro-humaine? Oui. Oui, tout à fait. Et je reviens aussi à ce que je disais, ils ont vraiment la capacité. La question, c'est comment on va faire pour faire basculer cette économie vers une économie plus responsable. Et c'est là où je trouve que les femmes, ils ont tout à fait leur place. Parce qu'on a d'abord une notion d'influence. Donc, comment on va avoir une influence? Et c'est surtout lié à les acteurs de l'économie, donc des entreprises. C'est le pouvoir public, c'est les acteurs publics, justement les élus. C'est aussi les jeunes étudiants qui sortent des grandes écoles, qui cherchent aussi, c'est du talent, qui veulent travailler, qui veulent cherchent du sens. Donc 80% des jeunes étudiants qui sont diplômés cherchent du sens dans leur travail. Et c'est aussi les acteurs comme les associations, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc tout ce monde-là, il y a tout à fait la place. Et malheureusement, pour chacun de ces acteurs ou cette catégorie d'acteurs, il y a les chiffres qui parlent. Donc, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, les femmes représentent 70% des salariés et que 17% des dirigeants. Pour les entreprises, comme vous disiez, ils sont membres du conseil d'administration, mais ils ne sont pas encore dirigeants. La plupart aussi des directrices RSE au sein des grands groupes sont des femmes aussi. Donc, comment on peut en voir notre place et comment faire basculer l'économie vers une économie plus responsable? La réponse, c'est qu'il faut justement faire appliquer la loi. Donc, c'est ça où je rejoins Madame Zimmermann, parce qu'on a déjà la loi de 2014, donc sur la loi de l'économie sociale et solidaire, qui a mis au cœur des objectifs de progrès pour toutes les entreprises de l'OSS l'axe de progrès de la parité homme-femme. On a également dans la définition de l'utilité sociale, donc qui est définie par la loi de 2014, pour toutes les entreprises de l'OSS, dont les acteurs engagés, que l'objectif principal d'une entreprise de l'OSS, y compris les associations, les fondations, les coopératives, les mutuelles, les entreprises, c'est de rechercher, de lutter contre les inégalités et notamment parité homme-femme. Et puis, on a également la loi Pacte de 2019 qui a créé un statut qui s'appelle Société à mission, dans lequel on va discuter et mettre au cœur de l'entreprise des engagements socio-environnementaux, les objectifs. Et donc, pour cette définition des objectifs socio-environnementaux, il y a tout à fait la place de mettre les objectifs de parité homme-femme. Donc, vu que maintenant les femmes sont au sein des conseils d'administration, je les encourage fortement à proposer ces objectifs environnementaux et sociaux.
au sein de cœur de l'ADN des sociétés à mission, mais aussi de la raison d'être de l'entreprise, parce que aussi la loi Pacte a créé cette opportunité pour les entreprises d'avoir une raison d'être. Et d'ailleurs, 3/4 des entreprises 440 ont déjà défini leur raison d'être. Donc, quelle est la raison d'être d'une entreprise qui va avoir une influence sur l'économie engagée? Quels sont les objectifs environnementaux et sociaux qu'on va chercher? Quel est le rapport de performance extra-financière qu'on va rédiger? Donc tout ça, c'est faire appliquer la loi qui existe déjà, et merci beaucoup pour tous les législateurs et législatrices qui ont légiféré pour avoir ces lois. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut simplement dire qu'on a une place et on a une voix et on a quelque chose à dire. Nous avons quelque chose à dire et nous avons quelque chose à contribuer à cet intérêt général. Et c'est là où peut-être je reprendrai l'image de la mer qui est contre la falaise et ses vagues. Et dans cette image, je trouve que la femme, c'est une phare dans cette tsunami qui arrive et qui est déjà là avec les vagues Covid, les vagues changement climatique, les vagues de manque de biodiversité qui sont en train de arriver et qui sont déjà là. Et c'est que le début, cette pandémie, malheureusement, je le dis, c'est que le début. Il y aura une récession, il y aura déjà le changement climatique qui arrive. Il y a plein de problématiques sociétaux. Et les femmes, c'est eux qui vont se lever et être la phare, la lumière dans les ténèbres pour dire « je suis là, je vais être créative, je vais me réinventer, je vais réinventer la société, je vais m'engager à faire quelque chose pour l'autrui parce que je crois que je ne vis pas pour moi-même et pour maximiser mon rentabilité ou maximiser le profit des actionnaires des grands groupes, mais je suis là pour avoir une différence, pour avoir un changement. Et c'est là où j'appelle toutes ces femmes à dire, mais quelle est votre raison d'être ? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos valeurs? Oui, vous avez beaucoup de choses à faire dans la maison pour vos enfants. Vous devez être aussi une rôle modèle pour les enfants, mais aussi pour la société. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Quelle est votre raison d'être? Et je vous encourage vraiment à suivre la petite voix qui est cette boussole intérieure pour dire oui, j'ai envie de faire une différence, j'ai envie d'avoir une différence et on va avoir une différence ensemble en France mais aussi à l'international parce que le droit de femme c'est pas que un sujet national, c'est un sujet international. Donc je crois que pour pouvoir avoir une vraie influence, vu que les chiffres sont contre nous et c'est vague aussi, il faut vraiment soutenir les uns et les autres, avoir une communauté, créer une communauté, créer aussi cette entraide entre nous, comme le collectif Impact Lawyers, où on a une vingtaine d'avocats, que si jamais moi, par exemple, je suis partie en congé maternité, j'avais peur de perdre du dossier, et heureusement, il y avait des femmes avocates à côté de moi dans ce collectif qui m'ont dit, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prendre vos clients, je les garde, je les traite, je traite ces dossiers, et quand vous revenez, vous pouvez le reprendre. Et donc, j'arrive à avoir une vie équilibrée professionnelle et une vie équilibrée aussi au niveau personnel parce que j'ai des femmes autour de moi qui me soutiennent pendant ces congés mat, pendant ces périodes difficiles, que je peux travailler peut-être à mi-temps pour un certain temps pour m'occuper de mes enfants et puis reprendre après. Donc, en tant que femme, avocate, militante, politique, on a besoin de soutenir les uns et les autres. Et c'est vraiment l'enjeu pour la France et même pour le monde entier. Alissa Pelatan, vous êtes binationale, donc franco-américaine. La dernière femme, je crois, si je ne dis pas de bêtises, première ministre en France, c'était Edith Cresson dans les années 90, c'est-à-dire il y a 30 ans. Joe Biden a choisi Kamala Harris comme vice-présidente. Est-ce que vous pensez véritablement, puisque vous avez une vue sur de par-delà l'Atlantique, que les choses peuvent changer donc, pour les femmes américaines aux États-Unis avec la présence de Kamala, même si elle n'est que VP? Et pourquoi en France, en fait, on a une telle frilosité finalement à mettre des femmes au pouvoir qui puissent être aussi une forme de soft power pour l'image de la France, parce qu'un pays vieillissant en général est très accroché à ses privilèges. Donc,
Vous pensez que ce serait possible aussi qu'un jour on ait, même s'il n'y a pas de vice-présidente en France, une femme au bout de 30 ans? J'ai envie de le croire, oui, j'ai envie de croire, j'ai envie de dire oui. Je pense que Kamala Harris, c'est pas que une femme, mais c'est également une américaine asiatique. Enfin, c'est une femme incroyable voilà, qui également a eu ce background de défendeur des intérêts aussi. Et je pense que pour pouvoir avoir des femmes dans ces positions de pouvoir, je pense que c'est important déjà de revenir un peu à peut-être à la raison d'être, encore une fois, de chaque femme et de mettre la place de la femme dans ces sphères et des pouvoirs publics. Donc, quand on va parler de différents, enfin, il y a même des femmes qui sont présidentes dans les différents pays partout dans le monde, mais je trouve, voilà, mon regard un peu extérieur de la France, c'est vrai que la France a peut-être a du mal à rentrer vraiment dans cet élan de soutien à des pouvoirs publics femmes. Et je pense que ça va arriver, mais je pense que ça va prendre un peu de temps parce que on tient peut-être une image d'un homme. On est habitué à voir un homme, donc forcément on va avoir cette habitude de toujours peut-être élire un homme en tant que président ou premier ministre parce que peut-être on a peur de changement, peut-être on a peur de l'inconnu, peut-être on a peur que la femme ne sera pas assez forte ou assez dynamique ou assez, tout simplement. Mais je crois que peut-être par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, et même avec Kamala Harris en tant que première vice-présidente des États-Unis, ça ouvre aussi cette possibilité de dire, en fait, les autres, ils font très bien, qu'elle, en fait, elle s'occupe très bien de sa place en tant que femme politique. Et donc, nous aussi, on peut aussi élire une femme présidente, même première ministre, et ça va bien se passer. Et donc, je pense que c'est juste une question de temps qu'on va pouvoir y arriver, mais peut-être ça va prendre un peu de temps. Et justement, n'oubliez pas ce soutien aussi avec des femmes dans la politique. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit, Raphaël, parce que ça m'a beaucoup touchée, vraiment votre caractère de ne pas s'arrêter lorsque vous êtes trop jeune, vous êtes trop femme, trop féministe. Et justement, il faut avoir ce caractère. Il faut vraiment que vous puissiez être ce rôle modèle pour d'autres jeunes qui vont arriver. Et c'est vraiment les jeunes qui vont prendre leur place, peut-être les jeunes et les femmes un peu plus âgées, mais je crois vraiment à cette éducation à des jeunes femmes aussi qui vont devoir prendre cette place dans le pouvoir public et dans le débat public. Pensez-vous que les femmes doivent utiliser les mêmes armes que les hommes pour se faire entendre? Je ne crois pas qu'il faut utiliser les armes, vraiment. C'est vrai qu'on est en guerre peut-être, mais j'ai envie de dire que comme la phare dans la mer, on n'a pas besoin d'utiliser les armes ou de se battre. On a simplement besoin d'être qui nous sommes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Moi, j'avais vraiment envie de créer ce cabinet d'avocats dédié exclusivement à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire parce que ça n'existait pas. J'avais envie de créer ce collectif Impact Lawyers parce que ça n'existait pas, que je voyais vraiment besoin. J'avais envie d'avoir une place, d'aider le gouvernement avec ses lois pour leur dire, écoutez, au niveau international, comment ça se passe et voilà ce qu'on peut faire aussi pour intégrer ces valeurs dans la loi et aussi de dire que même si je suis étrangère, femme, tout le monde me disait c'est impossible pour déjà une femme d'être avocate et pour une étrangère d'exercer en tant qu'avocate en France. Et aussi, même j'étais assez jeune aussi à l'époque, et enfin jeune. Bon, j'avais une trentaine d'années, et c'est pas possible. Et même les femmes m'ont dit ça, c'est pas possible. Il faut pas le faire. Et moi, j'aime bien ce défi.
J'aime bien de dire, bon, c'est pas possible, mais voilà, je vais oser le faire. Et je pense que ça, c'est une arme. C'est de dire que je vais pas écouter ce que les autres me disent. Je vais écouter mon intuition, le petit voix, mon boussole intérieur. Et je vais y aller, je vais foncer et je vais créer. Et voilà ce qui se passe. Et ça se passe très bien. Et j'ai pas besoin de battre contre. J'ai juste besoin de ne me pas oublier, de ne me pas oublier et de suivre aussi ma raison d'être. Et c'est ça ce qui fait notre force en tant que Sophla. C'est simplement être qui nous sommes, de reconnaître qui nous sommes déjà, la force que nous avons et de prendre vraiment la parole lorsque nous avons envie de le faire et pas parce qu'on est en réaction d'eux, mais de vraiment juste être cette lumière dans les ténèbres. La même question qu'à toutes les autres. Le pouvoir des femmes à influencer le débat public, vous y croyez ou pas? Absolument. Absolument. Oui, complètement. Encore une fois, c'est même si on est un peu écarté de débat public, même s'il y a des obstacles, même si la loi n'est pas appliquée alors que ça devrait être, j'ai envie de dire, si même on ne rentre pas dans ce débat public forcément ou que c'est difficile, nous pouvons créer notre débat public, nous pouvons créer cette voix ensemble. Et lorsqu'on est ensemble, en collectif, que ce soit même entre avocats ou même avec plein de femmes de différentes sphères interdisciplinaires, c'est là où on va avoir une voix plus forte. Et c'est tout l'enjeu, c'est de ne pas être trop submergé par tout ce qu'on doit faire, tout ce que, voilà, nos obligations au foyer ou au travail, mais d'essayer de lever la tête un peu plus haut et de croire que tous ensemble, on peut arriver et même on va arriver. Merci beaucoup, Alissa Pellaton. Je ne voudrais pas clore ce débat avant de laisser la parole à Fanny Benedetti d'ONU Femmes, mais j'aurais voulu juste, parce que vous avez été extraordinairement inspirante, je voudrais que Sandrine Gentil nous dise un dernier mot en une minute ou deux par rapport à ce qu'elle a pris de ce débat. Et si vous aviez quelque chose à ajouter pour nous rendre encore plus militantes, entre guillemets, je vais vous demander également la même chose, Raphaël. Donc, Sandrine, qu'est-ce que vous avez tiré quelle substance vous avez tiré de tout ce qu'on a dit? Qu'en fait, effectivement, merci Marie-Jeanne, j'étais en train de me dire, tout part finalement d'un seul point d'ancrage, puisqu'on parlait de phare, c'est la connaissance de soi et de ce dont on a besoin. Mais alors, et comme les femmes ont l'habitude de beaucoup réfléchir, c'est de s'autoriser à se dire aussi que se connaître soi-même, ça veut dire identifier ses besoins, ses envies et donc sa raison d'être et sa motivation intérieure, parce qu'avec une vraie forte motivation, on peut tout faire. C'est de se dire aussi qu'il faut se rappeler de le faire à chaque étape de sa vie. C'est qu'on peut se construire en tant que petite fille et adolescente avec certains rôles modèles, avec certains rêves, certaines envies, et qu'au fur et à mesure, la vie, ça signifie évolution. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'évolution. Donc la vie, c'est le changement. Et qu'à des moments, on peut avoir des besoins plus profonds que d'autres. S'arrêter sur un congé maternité, c'est pas grave si on est une femme. Hein, c'est pas la reconnaissance d'une faiblesse. Je veux m'occuper de mes enfants. C'est très souvent encore intégré aujourd'hui, ça. Et c'est compliqué. Donc c'est se dire qu'à chaque étape de sa vie, on va pouvoir s'investir, s'engager à travers ce qui nous correspond vraiment. Qu'effectivement, pour ça, il faut écouter sa petite voix intérieure, rester connecté vraiment à son instinct, mais à son intuition, et vraiment à oser se dire, je fais ma carte d'identité personnelle dès que j'en ai besoin, dès que je le ressens. Et très souvent, on sait quand on commence à être un peu en dehors de sa ligne à soi, c'est qu'on commence à ne pas se sentir très bien. C'est physiquement, notre corps est notre meilleur allié pour nous alerter de s'il faut commencer à changer quelque chose ou pas. Mais à partir de là, c'est se détacher du regard des autres et se dire que pour occuper une place, la nôtre, il faut déjà savoir ce que l'on veut. Et qu'à travers ça, en se libérant de ce regard des autres et de cette peur de se dire « je vais être jugée », parce qu'on va me dire « tiens, maintenant, vous avez parlé », et là, moi, c'est ce qui m'a touchée sur monter votre cabinet. Quand j'ai parlé du fait d'avoir créé ma société de production et du plafond de verre, c'est parce qu'effectivement, dans un univers à majorité féminin,
Il n'y avait jamais après de dirigeante de société de production. La femme recevait en général, quand deux hommes décidaient de s'associer, recevait la superbe proposition de devenir la chef de projet, parce que c'est elle qui allait mener les projets. Jamais elle ne recevait la proposition de devenir associée, de produire elle aussi sa société de production. Ça commence à évoluer, mais il y a un moment, c'est se dire, voilà, si là je le veux, je le fais. Quand je l'ai fait, parce que c'était suite à la naissance de ma petite fille, j'ai par exemple reçu des messages de femmes me disant « Vous faites reculer la position des femmes dans le monde ». Parce que, comme j'avais décidé de quitter le chemin officiel pour créer ma voie en dehors des sentiers battus et que l'élément déclencheur était la naissance de ma fille, c'était je renonçais à ma carrière pour mon enfant. Et donc, je faisais reculer le droit des femmes, sachant que je montais quelque chose pour les femmes. Et bien, tout ça, il faut réussir à s'en détacher. Et on ne s'en détache que quand on sait exactement ce que l'on veut, pourquoi on le veut. Et, à mon sens, effectivement, créer ce qui correspond à notre besoin et s'affranchir du regard des autres et accepter à des moments de se mettre hors des sentiers battus, ça fait plus bouger les lignes et avancer les choses. Parce qu'à un moment donné, pendant un an, j'ai eu beaucoup de solitude par rapport à ce choix. Mais une fois qu'en fait, les personnes voient que ça marche, voient que ça commence à fonctionner, c'est là où la parole se libère. C'est là où moi j'ai reçu beaucoup de messages de femmes me disant « mais j'avais jamais osé le faire ». Mais en fait, c'est possible. Je baigne dans le milieu entrepreneurial maintenant depuis 7 ans et je vois, j'interviewe énormément de femmes, je vois combien ça, ce qui fait l'essence d'un moment donné, un passage à l'action pour créer quelque chose, pour s'autoriser à créer quelque chose. En s'autorisant elle-même, elle contribue à autoriser les autres. Ça, un rôle modèle, ce n'est pas juste des noms, des prénoms et des fonctions, c'est des actions qui sont générées à un moment donné par des femmes, puisque là on parle de femmes, et qui vont libérer d'autres femmes à un moment donné de leur vie. Et ça, c'est ce que je retire de tout ça dans ce que j'ai entendu, et où je me dis, à partir de là, oui, tout est possible, et ça se transmet naturellement. Merci infiniment, Sandrine. Raphaël Rémy-Leleu, votre petite voix intérieure vous dit quoi, là? En 1 minute et demie, s'il vous plaît. C'est pas vraiment une petite voix intérieure, moi, c'est davantage. Il y a une tendance à prendre le mégaphone, mais c'est pas le lieu. Vous pouvez. Non, c'est par rapport au sentiment de solitude qu'on a chacune pu évoquer, se dire que c'est pas uniquement un cheminement individuel ou une responsabilité qui nous incombe en tant que personne, mais c'est vraiment une conquête, un engagement, une progression collective. Là-dessus, j'aime beaucoup, ce sont les paroles de l'hymne des femmes, où il y a un moment, ça dit « Parlons-nous, regardons-nous ». Et c'est vrai que maintenant, moi, j'ai envie d'aller voir les formats inspirants de Sandrine Gentil, aller m'intéresser au collectif d'avocats d'Alissa Pellatane et faire connaître ces initiatives, les partager. C'est à la fois une source d'inspiration, une manière de se renforcer et puis nous donner des perspectives pour la suite et nous dire que tout ou presque reste encore à inventer. Merci infiniment. Merci pour toutes ces belles paroles qui nous soutiennent, qui nous enrichissent et qui nous nourrissent également. Nous allons terminer ce débat avec Fanny Benedetti d'ONU Femmes qui doit être là, je crois. Fanny Benedetti? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Fanny. Oui, vous avez la parole. Ok. Écoutez, merci de me donner la parole et merci. J'ai suivi avec énormément d'intérêt. C'était extrêmement riche. Merci en tout cas de nous avoir associés. On a eu un peu de mal à se joindre, mais finalement, ça a été possible. Je pense que vraiment ce qui est ressorti est tout à fait pertinent. C'est toute la notion du leadership et dans toutes ses dimensions et dans toute sa diversité qui est ressortie, qui a été illustrée par ces témoignages de femmes leaders, de femmes de pouvoir, mais au sens le plus large et le plus inclusif, je pense. Et c'est ça qui est intéressant. Je viens d'écrire un petit article à ce sujet. Je pense que les femmes sont encore, malheureusement, dans le monde, pas seulement en France, puisque vous aviez une dimension globale à cette discussion, tenues à l'écart des lieux de pouvoir.
C'est encore une tendance globale. Les progrès sont très lents, vous l'avez dit, on le constate, on voit que les évolutions, bien sûr, on progresse, mais on ne recule pas sur ce sujet-là. Mais les progrès sont très très lents malgré les cadres législatifs qui évoluent, qui progressent, malgré les quotas qui s'affinent dans leur granularité, comme l'a dit Marie-Jo Zimmermann, puisque même si on met des quotas, et c'est je pense, la mesure indispensable et de loin la plus efficace pour progresser plus rapidement, on s'aperçoit qu'il y a toujours une faille, et c'est dans cette faille-là que se faufilent malheureusement les opposants, les personnes qui s'opposent, les résistances profondes et structurelles de la société qui nous freinent, qui nous empêchent effectivement d'être là où nous devons être. Moi, j'ai été très inspirée par les femmes comme Raphaël, Rémi Leleu et Marie-Jo Zimmermann, qui se sont en quelque sorte, c'est comme ça que je le dis parce que moi je ne l'ai pas fait, qui se sont jetées dans l'arène du pouvoir. Et vraiment, c'est vraiment une grande admiration. Et en même temps aussi pour celles qui aussi ont fait preuve de leadership d'une autre façon, puisque les façons d'impacter, d'avoir de l'impact social et sociétal et donc d'être leader sont multiples. Et je pense que c'est ce qu'illustre aussi les intervenantes, les autres intervenantes au débat, admirablement bien. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que les deux visions se rejoignent complètement. Je pense que le pouvoir a été défini, a été pendant des millénaires l'apanage de la masculinité, de la virilité. Et donc, c'est difficile de s'y jeter corps et âme, puisque ça peut ne pas nous convenir complètement tout à fait. Donc voilà. Mais bravo à celles qui ont eu le courage de faire ça. Il le faut absolument, c'est une nécessité. Et encore une fois, merci. J'étais vraiment ravie de tout écouter et avec beaucoup de bonheur. Et je suis aussi ravie de pouvoir contribuer, si vous le permettez, en vous soumettant donc une contribution écrite, si c'est possible. Et je remercie également donc les organisatrices, d'abord de m'avoir permis d'être là aujourd'hui, et puis aussi d'offrir cette possibilité à ONU Femmes de bénéficier du produit de la vente de l'ouvrage qui sera réalisé. C'est vraiment très généreux. Je vous remercie infiniment. Les dons sont reversés, comme vous savez, au programme d'ONU Femmes dans une centaine de pays dans le monde. Voilà, je vous remercie, mesdames, et j'étais vraiment ravie d'être parmi vous, même à distance. C'était formidable et très motivant. Merci. Merci infiniment. Je n'oublierai pas de remercier également Madame Marie-Jo Zimmermann qui était avec nous par le biais d'Internet. Merci à toutes les participantes, Sandrine, Alissa, Raphaël. Nous allons vous suivre dans toutes les manifs virtuelles, télévisuelles, au niveau du barreau. Nous allons vous suivre et être à vos côtés sans manquement. La parole est à vous, Jolie. Merci, merci, merci. Je suis complètement émerveillée. C'est peut-être un peu un mot gentillet, mais c'est vraiment le cas de le dire, par la richesse des profils. Je tiens à remercier donc Marie-Jo Zimmermann d'avoir accepté de nous rejoindre en ligne. Fanny également, c'est dommage que vous n'ayez pas parlé plus en détail de tout ce que vous faites au sein de l'ONU Femmes, parce que là aussi je pense que vous auriez des choses extraordinaires à nous raconter, mais ça nous donne l'occasion d'organiser une prochaine rencontre. Merci Alissa Pelatan, que je connais particulièrement, et je peux vous dire à quel point elle est engagée au niveau familial et au niveau professionnel. Et ça, c'est le message qu'on veut passer aussi à toutes ces femmes, que c'est possible finalement d'allier la vie professionnelle et la vie personnelle. Merci Sandrine, que je connais aussi, Sandrine Gentil, d'Elle se réalise, d'avoir accepté d'être là et de nous apporter toute cette richesse et cette diversité qu'on peut retrouver dans le monde entrepreneurial. C'est vraiment possible. Et nous, on voulait, au travers de tous ces profils, montrer qu'il y a différents moyens. Il n'y a pas qu'un seul moyen. Aujourd'hui,
il y a différents moyens, à chacun de trouver sa raison d'être. J'ai beaucoup aimé l'expression. Merci beaucoup Raphaël, Rémi, pour cet engagement et comme le disait Fanny, cet engagement justement d'oser rentrer dans cette arène très fortement occupée, ce que je qualifie encore de bastion masculin, mais j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes précurseurs et qu'il y a plein de femmes qui vont vous rejoindre. Et les générations, justement, les générations prochaines arrivent. Et avec des modèles comme vous, on voit que c'est possible. On peut être jeune, engagé, poster des photos de son chat, de ses petits chatons. Et ça montre justement toute l'humanité qu'il y a par derrière. Parce que avec la jante masculine, moi qui suis issue d'un milieu où mon père était dans la politique, c'était un bastion masculin. Et donc, poster des photos avec des chatons, c'était pas du tout quelque chose qu'on voyait. Merci d'oser. Merci. Merci évidemment à notre Marie-Jeanne Serbin d'avoir accepté de mettre du liant dans tout ça en faisant l'animation de ce débat. Merci beaucoup, vraiment pour ta générosité. Je la connais aussi personnellement et je sais à quel point elle est engagée justement pour la cause de la femme au niveau international. Je n'oublierai pas nos partenaires, nos partenaires Refondation qui vraiment a permis d'organiser, qui m'a fait confiance pour organiser. Je ne suis pas seule, il y a une équipe. On dit souvent derrière un homme, il y a une grande femme, mais derrière Jolie, il y a une grande équipe qui a contribué, qui a travaillé pour rendre cet événement possible. Merci donc aux autres partenaires. Je remercie aussi Florence Gabé, qui n'a pas pu être là, mais qui tenait vraiment à s'excuser. Et comme je vous disais, on en fera d'autres encore, ce n'est que la première. Et merci aussi à Brune, le magazine, qui a été partenaire de l'événement, Le Vrai Débat, le CEDS, qui est le centre diplomatique et stratégique, l'éducation. Voilà, on voulait parler aussi de l'éducation qui joue un rôle fondamental pour préparer les femmes dans cette sphère publique. Merci à Elle se réalise aussi, merci au cabinet AMP Avocats et au collectif Impact Lawyers qui ont été là à nos côtés. Je n'oublierai pas la technique, vous savez, sans eux, rien ne serait possible. Merci à la Jo et à son équipe d'avoir pris le temps d'organiser tout ça et merci à l'hôtel Bedford qui nous prête les locaux dans ce contexte particulier. Merci à tous, merci et nous vous disons à très bientôt. Bonne journée.